Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch ici toutes les semaines. On résume, on analyse Monday Night Raw, l'émission phare de la WWE. On va parler catch pendant une petite heure. Pour m'accompagner, pour analyser et résumer le dernier show avant SummerSlam, le dernier arrêt avant SummerSlam pour le show rouge, l'inimitable Chris. Comment vas-tu, Chris ? Eh oui, salut Ringside, salut peuple de Catch-Up. Eh ouais, on est dans le Go Home Show, là, ça y est, là, on est là. On est dans la semaine tendue avant SummerSlam. Donc, espérons que ça sera un show de la qualité de la semaine dernière. Puisqu'on vous rappelle, allez écouter la review de la semaine dernière, qui est une review tout simplement historique. Je crois qu'il faut pas hésiter à utiliser les mots. Oui, un Raw historique la semaine dernière. Historique également cette semaine. Mais c'est vrai que la semaine dernière, on était aux anges, l'émission était parfaite et on va voir s'ils ont réitéré l'exploit pour ce qu'on appelle le Go Home Show, hein, c'est-à-dire le dernier show avant le grand pay-per-view, la grande émission de la semaine prochaine, SummerSlam, le plus gros show de l'été. Alors on était le 5 août, on était à Pittsburgh, la patrie de Kurt Angle, qui nous fera un petit coucou cette semaine. Mais j'ai pas envie de faire ça en chronologique. Ah. Si on passait tout de suite au titre 24/7, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, écoute, vas-y, tu es le maître de cérémonie, je te laisse choisir tes sujets référentiels. Voilà, je reste à la barre. Le titre 24/7, je sais jamais comment le dire ce titre-là, qu'il faut défendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est en ce moment détenu, vous le savez, par Maria Kanellis, la première championne enceinte de la WWE. Et on se demandait la semaine dernière qui pourrait bien battre une femme enceinte. Hein, on a même supputé qu'elle pourrait garder le titre longtemps. Exactement. Hein, peut-être jusqu'à son accouchement. Allez savoir. Alors on a rendez-vous dans le cabinet gynécologique de Maria Kanellis, qui est accompagnée de Mike, hein, qui vient la soutenir. Alors c'est le pire décor de salle d'attente qu'ils aient jamais fait à la WWE. Il y a un vieux rideau violet pourri. On n'y croit pas 30 secondes à leur histoire. Ça c'est clair. Et donc Maria Kanellis va chez le gynéco. On va même rentrer dans la salle d'obstétrique. Donc elle est accompagnée par Mike, qui en fait va profiter du fait qu'elle est allongée sur la table pour faire taper les fameux 1, 2, 3 par une arbitre qui était déguisée en médecin. Hein, c'était pas du tout un médecin, c'est un arbitre. Et Mike Kanellis se sauve avec le titre. Il a récupéré le titre 24/7 au nez et à la barbe de Maria Kanellis. Mais dans la salle d'attente, alors qu'il en est à fêter sa victoire, on se rend compte qu'il y a deux personnes qui sont dans la salle d'attente, un drôle de couple. C'est en fait R-Truth qui est déguisé, accompagné de Carmella, hein, qui fait l'homme, Carmella, bizarrement. R-Truth est déguisé en femme enceinte. Il fait semblant d'accoucher, une scène d'un très bon goût. Hein, il dit « Ah, je perds les os ». Il jette le bébé dans les bras de Mike Kanellis et il en profite pour faire un roll-up. Et R-Truth est un nouveau champion 24/7. Mais Mike Kanellis est très déçu, évidemment. Et toi, est-ce que tu es déçu par ce segment qui était poilant ? Ouais, qui était cheap ouais, cheap et nul à chier, on peut le dire quand même. Là, vraiment, ils avaient vraiment absolument aucun moyen à mettre dans ce segment, quoi. Hein, donc, ça tournait en 2 secondes, je pense. Au final, j'étais assez surpris parce que je m'attendais vraiment pas à ce que Maria Kanellis perde le titre dès la semaine suivante, quoi. Donc vraiment, là, ça a été une grosse surprise pour moi. Là, voilà, ouais, les Cassos sont éliminés de l'équation 24/7 au bout d'une semaine, quoi. Donc c'est assez fou, quoi. Et alors finalement, on avait réfléchi un peu la semaine dernière dans la grande déconnade, quoi, hein, de comment on pouvait porter le tombé à une femme enceinte. Et voilà, il y avait certainement 2 solutions et Mike Kanellis a trouvé la plus efficace en tout cas pour lui. Et puis écoute, après R-Truth, il nous a fait du trousse, quoi, derrière, quoi, hein, déguisé dans un déguisement superbe, voilà, quoi. Donc ça m'a bien fait poiler, en fait, quoi. Et je reste tellement
dubitatif sur ce titre 24/7. Il y a des moments, en fait, ça me fait marrer, et puis il y a des moments où je me dis, mais ça sert à rien, quoi. Mais comme ils vont de plus en plus loin ils surenchérissent dans le nawak, bah, on peut quand même malgré tout pas trop s'empêcher de se poiler, mais vraiment bêtement pour le coup, hein. On est désolé, quoi, hein, mais là c'est vrai que ça vole vraiment pas haut, quoi. Donc écoute, bah, on retrouve Bertrous qui est donc pour la 87e fois champion 24/7. C'est ça, 86 ou 87e, je sais plus. Voilà, bah oui, hein, des fois on flirte avec le mauvais goût, puis des fois on tombe complètement dedans, hein. Là, cette semaine, c'est un peu raté. Et puis surtout, c'était cheap à mourir, hein, quand même. Ah ouais, là, ça c'est la prod la moins chère de l'année 2019 pour la WWE. Là, franchement, Ouais. Non, on est tombé vraiment bas. même la TNF fait plus d'efforts. Même Impact Wrestling fait plus d'efforts. Ouais, ah oui. Ils auraient pas sorti un truc comme ça. Voilà, bon, bah, R-Truth récupère la ceinture. On aura peut-être un caméo, toute la famille Canellis, à SummerSlam. Allez savoir. Alors ça, c'était le moment déconne, hein, parce que le show avait démarré sur une petite note un peu sombre, hein, puisqu'il y avait un petit hommage silencieux au double massacre là, de Dayton et El Paso aux États-Unis ce week-end. Hein. C'est toujours triste. Et il y a aussi un hommage à Harley Race cette semaine, qui nous a quittés. Ouais. Le grande légende de la NWA. Que dire, moi c'est pas un catcheur que moi j'ai trop connu. Il était déjà vraiment toute fin de carrière quand j'ai commencé à regarder. J'ai surtout le souvenir de lui à c'est Starcast que ça s'appelle, non, je dis des bêtises. Le plus gros show de la WCW, c'est Starcast, non? Starcade, voilà, je me disais bien Starcast, c'est l'espèce de foire là qu'ils font en ce moment. J'avais vu le match Flair to the Gold contre Ric Flair, évidemment. En tout cas, voilà, c'est une légende inattaquable, hein, Harley Race. Le peu que j'avais vu, c'était aussi une sacrée promo, sacré charisme, et puis un modèle pour beaucoup de catcheurs. Je sais pas si toi, t'as des souvenirs précis d'Harley Race. Je vais pas trop emmerder le peuple de catch-up avec parce que j'en ai parlé pendant la review de SmackDown de la semaine dernière, parce que quand on a fait SmackDown la semaine dernière, en fait, c'est le jour où il est décédé. Donc du coup, j'avais fait un petit récapitulatif de ce qu'il était, quoi. Et bon, voilà, t'as bien résumé de toute façon. Voilà, c'est un mec, je crois, qui a été 8 fois champion NWA, King of the Ring en 1986, premier champion US de l'histoire, qui a affronté tous les plus grands, quoi, tous les plus grands noms des années 70-80. Alors, son apogée, ça a vraiment été les années 70, en particulier la fin des années 70, début des années 80, on va dire. Ouais. Quand il est King of the Ring en 86, il est déjà sur la fin. C'est déjà fin de carrière. Hein. Ouais. Après, il devient un manager. Il devient un manager par la suite. Il est toujours plus ou moins resté dans le business de toute façon. Mais, c'était un des catcheurs les plus respectés, et il a vraiment affronté la crème de toute l'époque, quoi. Donc un gros palmarès qui parle pour lui-même. Et donc voilà, 76 ans. On va dire que pour une fois, voilà un catcheur qui meurt pas prématurément à 45 ou 50 ans. Donc bon, on va dire qu'il aura eu une vie relativement longue. Il meurt dans la moyenne humaine, quoi, à peu près, quoi. Voilà. Et ça restera quand même une grosse. Tu l'as dit d'ailleurs, oui, effectivement, c'était un exemple pour beaucoup de catcheurs de la génération qui a suivi derrière, de par son professionnalisme. Et il faut signaler surtout le plus important, c'est que Chris Benoit l'en remercie. Harley Race, c'est l'inventeur du diving headbutt. Ouais. La prise qui a rendu fou beaucoup de catcheurs. C'est ça, hein, le coup de boule à la volée, j'ai envie de dire. Voilà, chapeau Harley Race. Hein. On est triste, hein, quand même. Bon, la suite des opérations. Alors, qu'est-ce qu'on a qui n'a pas beaucoup d'importance? Les Viking Raiders qui font leur squash hebdomadaire. Voilà, comme des petits locaux, hein, tranquillou. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont vaincu, comme tous les lundis soirs, contre des no-names. Voilà. Bon, il y en a un qui me dit quelque chose. Je crois que c'est Eric Abraham, il s'appelle, ou quelque chose comme ça. J'ai déjà vu à Impact ou un truc comme ça faire des. Ah oui, celui qui avait beaucoup de cheveux? Ouais. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Je crois effectivement que ce gars-là a catché à Impact. Ouais. C'est un gars qui travaille dans l'indie. Voilà, bon, on n'aurait rien de plus à dire là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a une rivalité
qui malheureusement, je pense, n'ira pas jusqu'à SummerSlam, entre les deux Mexicains, Rey Mysterio et Andrade. Parce qu'on vous rappelle que la semaine dernière, ils étaient impliqués dans le Gauntlet match tous les deux, et Andrade avait déchiré le masque de Rey Mysterio, ce qui est un affront pour tout catcheur mexicain qui se respecte. Donc ce soir, c'est l'affrontement Rey Mysterio contre Andrade dans un match assez époustouflant. Bon, ils nous ont déjà offert ces affrontements-là à SmackDown il y a quelques mois. Victoire d'Andrade, après évidemment une intervention de Zelina Vega, après un match qui était quand même très très disputé avec beaucoup de near fall et beaucoup de gros spots très impressionnants. C'est un peu dommage de ne pas avoir ce match-là à SummerSlam, non? Ouais. Bah, écoute, c'était un bon match, mais du revu et revu quand même, quoi. Là, on est au 4e ou 5e affrontement entre Andrade et Mysterio. Il n'y a pas véritablement d'histoire autour de ça. Ça, c'est un petit peu dommageable. Mais par contre, ça nous donne du bon catch à chaque fois. Donc, bon, voilà, ils sont quelque part. De toute façon, c'est le milieu de choses qu'on bat. C'est la mid-card, quoi. Hein, donc, tous ces gars-là, ils font partie un peu de la mid-card et ils tournent un peu en rond puisqu'il n'y a pas véritablement de ceinture qui est mise en jeu. De temps en temps, il y a le titre US qui apparaît, mais qui redisparaît assez vite. Et puis surtout que là, vu le propriétaire du titre US à l'heure actuelle, ça va être un peu compliqué. Mais au final, ouais, c'était solide, mais comme c'était du revu, on peut pas dire que, tu vois, on a eu les sensations de bonheur qu'on a eu la semaine dernière, par exemple. Exactement. Mais c'était voilà, bon, du bon catch pour remplir l'émission. Pour ceux qui n'ont jamais regardé SmackDown, c'était la bonne surprise, je pense, de la soirée. Mais ouais. En voyant que Andrade continue à faire une fixette sur le masque de Rey Rey, apparemment. Hein. Ouais, c'est ça, il veut lui enlever. Hein. Qui n'a jamais rêvé d'enlever le masque de Rey Mysterio. Voilà, bon, bah, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas monté un truc pour SummerSlam quand même, parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose, surtout avec Rey Mysterio qui a quand même sa place à SummerSlam, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Andrade aussi, évidemment. Hein. Allons voir les filles. Tiens. Les deux auraient mérité un spot. Ouais, clairement. On en a parlé, je crois, avec Irem la semaine dernière sur SmackDown, mais je pense que le problème, en fait, c'est que le titre intercontinental, il n'est pas assez disputé et qu'il aurait fallu mettre un peu tout un tas de mecs dans ce titre-là, quoi, et nous offrir un bon match à SummerSlam. Il voulait un match des échelles. Moi, j'étais totalement partisan. Exactement. Et effectivement, là, c'était l'occasion de mettre de la mid-card, tranquillou, sur un match que tu es quasi assuré qu'il va être spectaculaire. T'imagines un truc avec regarde, si on reprend en fait le booking du Gauntlet match de la semaine dernière. Voilà, on a mis une échelle au milieu, et voilà, on est bien. Tu mets du Andrade, du Rey Rey, du Cesaro, du Zayn, tout ça dans un ladder match pour le titre hissé. Et ben en voiture Simone, quoi. On est heureux, quoi. On n'en demanderait pas plus. C'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne, hein. Ouais, pourtant on n'aura pas ça. Hein. Je sais même pas, il y a un truc sur le titre ici, c'est qui le champion là? Ah, c'est Nakamura en ce moment. Nakamura, ouais, bah. Ah bah oui, on peut rien avoir avec Nakamura. Il va affronter Ali en pré-show, non? Ça va pas être un truc comme ça? Ouais, sûrement. Peut-être le sacre de Ali. On ne sait pas. Il y a un gros projet Ali, je pense. Mais c'est pas notre question. On est à Monday Night Raw, il n'y a pas d'Ali à Monday Night Raw. Parlons un peu des filles. Je sais que t'aimes bien, toi, le catch féminin. Oui. Ce soir, on a un 2 contre 2. D'un côté, les anciennes amies Becky Lynch et Charlotte. Et de l'autre, Natalya et Trish Stratus. Les deux canadiennes, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, alors, en gros, le match, c'est Natalya, bizarrement, qui joue la face en péril. Elle se fait tabasser pendant de longues minutes, que ce soit par Becky Lynch ou par Charlotte. Et puis ensuite, Charlotte, elle finit par attaquer Becky Lynch parce qu'elle est quand même méchante, Charlotte. Et puis Natalya, elle en profite pour faire le sharpshooter sur Becky Lynch, qui est dans les cordes. Et elle veut pas lâcher la prise, Natalya, donc du coup, elle est disqualifiée. Je suis pas sûr que Trish Stratus soit rentrée dans le ring. Quasiment pas, je crois. Ouais, quasiment pas. J'ai pas compris pourquoi c'est Natalya qui est passée à tabac pendant au moins 10 minutes. Voire plus, c'était très long. Voilà, j'ai rien compris à ce truc-là. Je sais pas pourquoi on a le droit de voir Trish Stratus avant SummerSlam, en action, sans être en action. Après, il y a encore une promo de Natalya et encore une promo de Becky Lynch où elles disent qu'elles vont gagner chacune de leur côté. Je vous rappelle que Charlotte affronte Trish Stratus à SummerSlam et que Natalya affrontera Becky Lynch pour le titre. Je sais pas, qu'est-ce que tu as pensé des trucs positifs là-dessus? Moi, j'ai trouvé ça super nul. Hein.
J'ai trouvé ça étrange en fait. J'ai trouvé étrange, bah, tu l'as souligné, le fait que Stratus soit pas rentré dans le ring quasiment quoi. Mmh. Je crois elle à part demander l'appui du public et puis faire des semblants de je rentre dans le ring, non je ne rentre pas, en fait non, elle y est pas rentrée. Donc Voilà. c'est un peu bizarre. En plus c'était avec cette entente, bon, fatalement on s'attendait à ce que ça soit dysfonctionnel entre Charlotte et Becky, hein, Mmh. mais c'est vrai que comme Natalia a pris toute la place dans le ring, dans l'équipe d'en face, du coup, ça a créé un espèce de match un peu bizarre. Je sais pas, moi non plus, je suis jamais vraiment rentré dedans. J'avais l'impression qu'ils savaient pas trop où ils voulaient en venir. Il fallait faire un tag team match. Dans les Go Home Show, c'est très très souvent qu'on a des tag team Mmh. match comme ça, avec les champions, les contenders et tout ça. C'est un truc, c'est du méga classique, quoi. Mais là, je sais pas, la sauce a pas prise. Je sais pas pourquoi Stratus est pas rentré dans le ring. J'ai pas, je sais pas cette décision-là. Mais Mmh. pour le coup, ouais, un match féminin de faible qualité, quoi. Mmh. Exactement. Ouais, puis ça, je trouve que ça enlève un peu de prestige à l'apparition de Trish Stratus à SummerSlam, de la faire déjà pseudo-catcher ici, et puis je vois pas tout l'intérêt d'avoir mis Natalia dans cette position dans le match où elle joue le face en péril alors que c'est la méchante dans l'histoire. Enfin, c'est bizarre. Et puis la rivalité Becky Lynch-Charlotte, c'est pas le sujet en ce moment, donc c'est un peu bizarre. Hein, un peu mal goupillé tout ça. Si on allait du côté du titre US. Allons-y. Allez, ce soir, c'est pour commencer, on va faire un petit détour par les champions tag team. Parce qu'on a un match champion contre champion. Le New Day affronte The OC, hein, l'Original Club. Gallows et Anderson qui sont accompagnés de l'ami AJ Styles, champion US. Ouais. Et donc le match démarre, mais très vite ça tourne court parce que AJ Styles il rentre dans le match. Donc du coup, ils se font disqualifier, les aussi. Et ils commencent à passer à tabac New Day. Alors on nous apprend que Kofi Kingston n'est pas là ce soir, hein. Ils sont que à 2, il n'y a que Xavier Woods et Biggie. Donc on se demande bien qui va venir les sauver. Et bien évidemment, c'est nul autre que Ricochet qui débarque pour aider le New Day. Et du coup, on a un match 3 contre 3 qui est gagné au final par The OC sur leur finish, je sais plus du tout comment il s'appelle. Le Magic voilà. Le Magic Killer, voilà. Plutôt un bon match, plutôt un segment classique, je pense. Ah ouais, alors là, pour le coup, on est dans un truc archi classique de la WWE, que ça pour un Go Home Show ou pour d'autres choses d'ailleurs, parce que le coup de on commence un match, on fait une disqualification, il y a un nouveau mec qui débarque et puis on relance un match 3 contre 3. Bon bah voilà, là on est dans du classique de chez classique, quoi. Donc c'est vrai qu'après la confrontation à 3 contre 3 a été plutôt bonne, ouais, le match était plutôt sympa. En plus, les aussi restent maîtres à Raw, donc c'est plutôt bien quand même que les champions, les champions de la tag team rouge restent dominants. Donc ça, c'était plutôt cool. Bon, et puis il y avait Ricky, quoi. Ah, voilà, Ricky. Voilà, un petit Ricochet qui est là. Alors Ricky nous a envoyé un moment un petit move là, un Hurricane Rana qui est suivi par un dropkick dans le rebond en fait de l'Hurricane Rana. Ce môme, techniquement, il est incroyable, quoi. Il place son Hurricane Rana et il se sert du rebond du bump pour venir replacer le dropkick. Enfin, je veux dire, c'est phénoménal, n'est-ce pas, AJ? Donc, c'est voilà. Donc, quoi qu'en pense Giscal, on a du bon catch quand on a Ricky dans le ring. Ah c'est sûr, c'est sûr. T'en penses aussi, parce que je sais aussi que toi-même. Ouais, mais non, mais après c'est au niveau du personnage et du charisme, on va dire, que ça pêche un peu. Mais c'est sûr que voilà, on passe, quoi qu'il arrive, on a un bon match plutôt avec Ricochet. Hein, ça c'est indéniable, surtout quand il commence à sortir les gros moves comme ça. Ouais. Ouais, je conteste pas après qu'il est pas extraordinaire au micro, etc. Mais c'est un jeune mec qui a fait sa carrière en fait en étant masqué au départ. À la Lucha Underground, il était masqué, les promos c'était complètement différent, ça n'avait rien à voir. Et à la NJPW, on peut pas vraiment comparer les promos que font les catcheurs à la NJPW avec ce qui se fait à la WWE. Donc fatalement pour lui, l'apprentissage est compliqué, mais bon, il a 31 ans, le gazier. Moi, je mise beaucoup de choses sur ce garçon. Et je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris, quoi. Mais franchement, pour n'importe quel vrai fan de catch in-ring, quoi, c'est un bonheur d'avoir un jeune comme ça qui s'envoie comme ça.
c'était le moment bon catch de l'émission, hein, j'ai envie de dire. Surtout que les aussi sont en grande forme, hein, Gallows et Anderson. Ouais, avec un Luke- Gallows qui vient avec un espèce de maquillage là, c'est la Ouais. première fois que je le voyais faire ça. Il faisait ça à la NJPW, non? C'est ça, exactement. C'est ses peintures de guerre de la New Japan, ça. C'est un espèce de clin d'œil, ça, en fait, une espèce d'hommage Mm. à sa carrière japonaise, un peu. Exactement, bah ouais, bah voilà, hein, ils essayent de monter l'Original Club, donc autant qu'ils reviennent avec ce qui avait fait son succès, hein, donc le maquillage, ça en faisait partie. Et puis on voit qu'il est en grande forme quand même, là, qu'il a bien bossé les abdos, la musculature. Il y a moyen qu'il se passe quelque chose aussi avec eux, hein, je pense que autant ils sont tombés bas dans la carte, autant là je pense qu'ils vont revenir pour prendre de plus en plus de place dans l'émission, hein. Ils sont déjà redevenus champions assez rapidement. Et ils agissent enfin comme les stars qui sont censés être, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, bon ça on attend avec impatience le match retour Ricochet et Jay Styles, hein, Bah, pour ça SummerSlam. sera pour SummerSlam. Alors, il y a eu aussi cette semaine un affrontement entre Drew McIntyre et l'ami Cédric Alexander. Là, on sait qu'ils s'aiment pas les deux, hein. Cédric Alexander s'était un peu joué de Drew McIntyre quand il était venu masqué pour un match pour aider Roman Reigns. Ils n'arrêtent pas d'avoir des matchs qui sont interrompus, là, ça va jamais jusqu'au bout. Et puis, ma foi, ça n'y coupera pas ce soir. Drew McIntyre attaque Cédric Alexander alors même qu'il va au ring, qu'il est en train d'aller au ring. Entre autres, alors avant qu'il y ait ce match-là, juste, on avait eu un petit segment backstage avec Kurt Angle. Hein, je vous avais dit qu'ils étaient invités, qui a une petite interaction avec nos amis, les spécialistes des backstage, les Street Profits. Voilà, les champions d'NXT Tag Team. Nos consultants de couloir. Voilà, les consultants de couloir qui viennent, qui viennent discuter avec Kurt Angle, ils viennent chanter des chansons, boire du lait surtout. Alors que Kurt Angle leur dit non, on déconne pas, j'ai promis à ma femme que je ferai pas de bêtises, pas de lait ce soir. Bon, ils finissent quand même à avoir un peu d'influence sur lui. Mais la fête est gâchée par Drew McIntyre qui vient nous rappeler qu'il a humilié Kurt Angle la dernière fois qu'ils se sont affrontés. Il l'avait fait abandonner dans l'Angle Lock. Et puis il a dit ce soir, hein, vous ne me cherchez pas, je vous casse la tête, hein, sinon. Et donc après, il a ce match avec Cédric Alexander où les deux vont se foutre sur la gueule à l'extérieur du ring. Alexander se défend, si bien que les deux mecs sont un peu KO à l'extérieur du ring. Kurt Angle est l'arbitre spécial ce soir. Et oui, parce que c'est l'enfant du pays. Et il se retrouve un peu tout seul dans le ring, Kurt Angle, puisque les deux autres ils sont en train de se foutre sur la gueule à l'extérieur. Et c'est là que les lumières se coupent, qu'une musique horrible retentit. C'est l'arrivée, vous l'avez deviné, de Bray Wyatt, qui va s'attaquer à Kurt Angle, le Mandible Claw, hein, qu'il a piqué à Mankind. Il étrangle Kurt Angle à la vue de tout le monde, là, dans un espèce de stroboscope tétanisant. Et puis après, ça s'arrête là-dessus, ça passe à la pub, on n'en saura pas plus. Kurt Angle a été attaqué par Bray Wyatt. Le nouveau Bray Wyatt, psychopathe clown. Qu'est-ce que tu as pensé de cette apparition là, de Bray? L'apparition de Bray, ouais, c'est bien parce qu'il y a plein de mondes différents. Donc je trouve ça bien qu'il ne soit pas cantonné à juste la feu d'encours avec Baylor. Qu'on le présente comme une menace pour à peu près tout le monde. Bon, on remarquera qu'il aime bien s'attaquer un peu aux vétérans aussi. Eh bien, c'est plus simple. Ouais, si tu veux, moi je sais pas, le Mandible Claw, je suis un peu étonné qu'on lui. Alors, est-ce que ça va être son finisher? On sait pas trop en fait. Ça reste un petit peu. Il catch tellement peu, en fait, il catch pas. Même. Donc, du coup, pour l'instant, on a du mal à savoir quel va être véritablement son finisher. Mais moi, je continue à rester positif sur ce personnage-là. Je trouve qu'il est plutôt pas trop mal utilisé. Maintenant, il me tarde là de le voir dimanche à SummerSlam dans un vrai match, là, voir comment ça va, comment ils vont nous hyper ce truc-là, et puis comment ils vont nous développer le personnage dans les prochaines semaines. Mais je reste assez confiant. Et par contre, j'étais juste étonné sur le coup qu'il intervienne dans un match, dans le match entre Drew McIntyre et Cédric Alexander, parce que comme tu l'as dit, ces deux-là, à chaque fois qu'ils ont un match, c'est toujours phagocyté par tel ou tel truc, ou un
down, ou l'apparition d'un mec, ou l'apparition de vieux croutons comme lors de Reunion. Enfin, bref, ils ont décidé qu'ils leur laisseront pas terminer leur match à ces deux-là, quoi. Donc, ce qui est dommage parce que je pense que dans un vrai match de 10-12 minutes, ils auraient moyen de nous envoyer un truc sympa, ces deux catcheurs-là. Exactement. Bah, d'ailleurs, le peu qu'on a vu là, c'est assez spectaculaire. Hein. Ouais, c'est pas mal parce qu'il y a une truc qui est sympa dans le catch, c'est la vraie opposition de style physique, quoi. On a vraiment un powerhouse face à un cruiserweight et bien virevoltant en plus. Donc du coup, c'est plutôt ça peut être un truc qui peut bien matcher, quoi, qui peut nous donner des matchs bien spectaculaires. Mais voilà, à chaque fois, il y a toujours un facteur X qui vient perturber la machine. Et là, cette semaine, c'est Bray Wyatt. Et ouais, Bray Wyatt. Voilà, bah, on aura sûrement la semaine prochaine un nouveau match entre Drew McIntyre et Cedric Alexander. La question est de savoir par qui ils vont être interrompus cette fois-ci. Attends, du coup, Drew McIntyre, il n'a pas de programme pour SummerSlam. J'ai bien l'impression. Je sais pas, il n'y a pas de match Alexander McIntyre de prévu. Donc il va être le sidekick de Shane McMahon pour le Shane versus KO. C'est fort possible. C'est fort possible. Ça nous pue l'overbooking ce match-là. Ah bah ça, avec Shane O'Mac, il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. Est-ce que Kevin Owens va perdre et être viré pour partir à la All Elite Wrestling? Suspense. Voyons. Donc, voilà, Bray Wyatt qui affrontera Finn Balor, qui n'était pas là cette semaine, qui est jamais là, il est malade. Mais il sera sûrement d'aplomb pour SummerSlam, ce bon vieux Finn. Oui. Il va sûrement se faire détruire quand même, le pauvre. Surtout, apparemment, il a demandé des vacances en plus après. Ouais. C'est qu'il a quand même prévu de se faire quand même gravement casser SummerSlam, je pense. Ouais, j'espère que ça va saigner. Voilà pour ce qui est de Bray Wyatt. Où est-ce qu'on va aller maintenant? On va retourner en début d'émission. C'est Samoa Joe qui démarre l'émission. Il est sur la table des commentateurs. Alors on le reconnaît pas trop avec sa casquette. On dirait que c'est un petit enfant obèse là, qui est en train d'être monté sur la table. Mais non, c'est Samoa Joe qui gueule parce que il dit qu'il a déjà été accusé d'avoir attaqué Roman Reigns à SmackDown, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi à SmackDown, Roman Reigns il s'est pris un échafaudage sur la gueule. On ne sait pas qui c'est qui a fait tomber l'échafaudage. C'est le grand mystère et beaucoup portent des accusations sur Samoa Joe. Joe n'est pas content, il vient clamer son innocence, il dit c'est pareil, je veux des excuses, j'étais pas là, regardez les footage, les enregistrements vidéo, on me voit pas dessus. Qu'est-ce que c'est que ces sales accusations? Voilà, ramenez-moi Roman Reigns, je veux qu'il me fasse des excuses. Ouais, il y a Cole qui dit que la WWE a fait un sondage et que 80% des votants pensent que c'est Samoa Joe, et j'ai adoré. Samoa Joe a dit 80% du WWE Universe, c'est une bande de cons. Voilà ce que je m'appelle Joe et c'est comme ça que ça se passe avec moi. Voilà, vous êtes tous une bande d'idiots. Voilà, Samoa Joe, toujours très bon au micro, qui fait le spectacle. Et un peu plus tard dans l'émission, il va venir au milieu du ring. Il va recommencer sa petite histoire. Je veux des excuses, ramenez-moi Roman Reigns. J'arrête le show si c'est comme ça. Il se met assis à l'ancienne façon Dan Bryan ou CM Punk. On lui dit que... Alors là, justement, la foule commence à chanter CM Punk. Alors il accélère les choses. On vient lui dire que Roman Reigns va débarquer dans le parking, là. Parce que Roman Reigns, il vient très tard, à Monday Night Raw. En même temps, il est censé être à SmackDown, donc pas trop de raison qu'il soit là. Heureusement, il était dans le coin. Donc, Samoa Joe, il va jusque sur le parking. Il y a Roman Reigns qui descend de la bagnole. Il dit ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Que je m'excuse, machin. Et là-dessus, Roman Reigns, il voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Il se jette dans la voiture juste à temps pour esquiver une autre voiture qui vient défoncer son 4x4. Le pauvre Roman Reigns, il est sonné dans la voiture. Samoa Joe est complètement affolé. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. La voiture s'enfuit. On ne saura pas qui était au volant. Et Samoa Joe, visiblement, il est choqué. Il appelle les secours. Il y a même Triple H qui débarque. Triple H, il s'en fout. Il dit à Roman Reigns, tiens, relève-toi, on va aller là-bas. Donc voilà, on ne sait toujours pas qui a attaqué Roman Reigns. Et on dirait un espèce de début de face turn de Samoa Joe qui a
qui a remballé sa haine et tout ça pour venir au chevet de Roman Reigns quand même après cet accident. Qu'est-ce que tu as pensé de cette évolution-là du grand mystère qui a attaqué Roman Reigns? Par solidarité samoane, je pense qu'il a fait ça. Je pense. Ce que j'ai pas compris en fait dans la réaction de Joe, c'est pourquoi il a pas cherché à voir ce qui se passait dans la bagnole, qui c'est qui était dans la bagnole. Pour lui, ça aurait été peut-être un petit avantage de savoir quel était le responsable de tout ça. Mais je crois qu'il avait les miquettes. Hein. Il avait l'air d'avoir peur quand même. Il s'est bien fait pourrir, hein, Joe, dans le ring. Pour revenir au début du segment, quand il a... Je parle pas vraiment du segment d'intro du show, mais vraiment quand il est revenu après et qu'il a fait sa promo dans le ring, il s'est quand même grave fait pourrir par le public, quoi. Hein, et il s'est pris un CM Punk qui a duré longtemps. Yeah. Et ça a été un peu dur, hein, cette promo là pour Joe. Alors que c'est assez rare parce qu'il est plutôt bon au micro, il est plutôt à l'aise. Et c'était assez étonnant que le public réagisse de cette manière-là envers lui, quoi. Mais bon. Ouais. Ils aiment plus les légendes, on le verra un peu plus tard. On l'a vu avec l'accueil de Kurt Angle. Les stars actuelles, ils ont pas trop la cote à Pittsburgh, hein, visiblement. Ouais. Et du coup, après, on se retrouve dans ce segment bagnole là avec donc cette attaque de bagnole dans le parking. Qui tape quand même bien à côté de Roman Reigns, qui après un échafaudage la semaine dernière se prend une bagnole, qui à chaque fois sort d'une égratignure. Donc je serais toi, Roman, quand même, je vérifierai un peu ce que fait ma femme pendant mes shows, quoi, parce que ça me paraît un peu étrange, ça, toute cette chance. Ah mais il connaît l'esquive, hein, Roman Reigns. Hop, j'esquive un échafaudage, hop, j'esquive une voiture. Oh non, il est balèze. Donc écoute, ça balance. Le truc, c'est que et apparemment, il y a quelqu'un qui veut la mort de Roman Reigns. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Là, on est quasiment dans une enquête criminelle, quoi, les amis. Là, il va falloir. Bon, moi, la semaine dernière, j'ai dit, alors c'était pas encore avec toi, je crois que c'était avec IRM, encore une fois. Mais moi, j'avais donné IRM en fait qui je soupçonnais, et moi, j'ai donné Bryan. Donc, oui, il y a une rumeur sur Bryan, ouais. Rumeur sur Bryan, écoute, je fais peut-être partie d'ailleurs de ceux qui ont lancé la rumeur, en tout cas j'en sais rien. Puisque la semaine dernière, pour le coup, effectivement, j'ai mis une petite pièce sur Daniel Bryan pour ceux qui cherchent à assassiner Roman Reigns. Mais apparemment... j'ai peur qu'ils ne sachent pas encore. Qu'ils aient lancé le truc sans savoir qui était l'adversaire, tu vois, au final. Ah ouais, c'est pas impossible. En cours de ça, ils savent le faire aussi, mais oui. Mais de ce que je sais, c'est apparemment il y a beaucoup de noms qui circulent, quoi. Donc il y a beaucoup de noms qui circulent. Donc bon. Ouais, on parlait de Joe, on parlait même de comment il s'appelle. J'arrive pas à trouver les noms des gens ce soir. L'Australien là. Buddy Murphy, Lars Sullivan, Daniel Bryan. Quel nom qui circule depuis le début. Hein. Écoute, je sais pas. Je suis un petit peu quand même étonné du traitement du personnage de Roman Reigns. J'ai vraiment l'impression, alors je l'ai déjà dit sur cette antenne, mais je le répète, je pense que Reigns il est quand même vachement protégé depuis qu'il est revenu de sa maladie. Ouais. Il n'a jamais dépassé la mid-card, il n'a jamais été impliqué dans aucune ceinture quelle qu'elle soit, de près ou de loin. Il est mis dans des feuds, etc. Il a du taf, il a du temps d'antenne, ils vont quand même super mollo avec le cousin du Rock, quoi. Super mollo. Hein. Donc, alors évidemment, on va me dire, ah ouais, tu dis qu'il est super mollo, mais il lui envoie une bagnole dans la tronche, il lui envoie un échange. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais cela n'est qu'artifice, les amis, que des grands artifices, mais des artifices quand même. Donc, je pense que voilà, pour l'instant, la WWE, la politique, c'est on protège Roman. Et d'ailleurs, on revient encore à ça comme pour Drew McIntyre, mais Roman, il a pas de programme dimanche. Ouais. C'est étrange, hein. Mais ça va peut-être se booker à SummerSlam, à SmackDown, pardon, parce qu'il est censé être à SmackDown à la base, Roman Reigns. Oui, effectivement. Il a été drafté, souvenez-vous. Peut-être que ce soir, ça va se jouer à SmackDown, ça, effectivement. Ouais, on aura peut-être la révélation que c'est Daniel Bryan, et puis un bon Daniel Bryan, Roman Reigns pour SummerSlam, hein, ça a de la gueule quand même. Banco, il y avait eu un super match entre Daniel Bryan, je sais plus à quelle époque c'était, mais j'ai un souvenir c'était avant la retraite de Daniel Bryan. Ouais, juste avant, ouais. Je crois quand Roman Reigns avait gagné le Rumble, hein, je crois. Il y a eu un super combat entre les deux, donc pourquoi pas. Moi, je signe pour un Daniel Bryan. Mais ça me paraît quand même vachement short à booker. La WWE, ils sont capables de booker un truc en 5 minutes. Alors bon. Ouais, quand c'est des gros noms comme ça. Mais il y a déjà une carte quand même qui est conséquente à SummerSlam, donc ils vont peut-être avoir un peu du mal
à rajouter, je sais pas, je crois qu'on en était à 12 matchs, un truc comme ça. Ouais, bah, je crois qu'il compte 12 heures de show. Dou- Une heure par match. J'ai entendu. J'ai Sans compter le pré-show. Mm. J'ai failli marcher dans le truc. Hein. Ouais, mais un jour, ça arrivera peut-être. Hein. Un jour, ils vont. Ouais, ils font bien 2 jours, tu sais. WrestleMania sur 2 jours. Ah, bah, ça avait été déjà évoqué hein, de faire Mm. sur 2 jours. Hein. Ça, Bah, je crois que le Wrestle Kingdom, voilà, New Japan, ils le font sur 2 jours l'année prochaine. D'accord, ouais. Ouais, ça, c'est pas du tout du domaine de l'impossible. Hein, mais après, voilà, pour le coup, par rapport à la carte qui est déjà en place pour dimanche, et effectivement, s'il faut qu'il book encore 1, 2 ou 3 matchs, on passerait à une carte à 14, 15 matchs. Alors, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va peut-être y avoir un gros pré-show, avec peut-être un pré-show à 3 ou 4 matchs. Ça, c'est pas impossible. Ouais, ça, c'est pas impossible non plus, ouais. Ouais, alors peut-être qu'il est pas non plus encore au top de sa forme, hein, Roman Reigns. Faut pas oublier qu'il revient d'une grave maladie et qu'il a encore des traitements qui sont un petit peu difficiles à vivre, on va dire. Voilà pour ce qui est de Roman Reigns. On va arriver au vrai top guy de l'émission, notre ami Seth Rollins. Mais d'abord, et si on doit parler de Seth Rollins, il faut qu'on parle de Brock Lesnar. Et là, je dois dire que l'heure est grave. Parce que je connais un mec qui nous avait dit si on revoit Brock Lesnar avant SummerSlam, je paye la bière à tout le monde. Et ça fait quand même deux fois qu'on le voit en 3 semaines, ce bon vieux Brock. Incroyable. Alors bon Chris, quand est-ce qu'on se la boit cette bibide? Ah bah non, bah c'est raté parce qu'il est pas venu à tous les weekly. Pas venu à tous les week. Oh bah bravo. Alors comment on se défile? Mais t'as raison, il est venu sur les 2 derniers là. Une fois il a tué Seth Rollins, ça c'était la semaine dernière. Et ce soir, donc, il vient accompagné de Paul Heyman, qui nous fait un discours, hein, Paul Heyman, comme d'habitude, pour nous dire que Brock Lesnar, c'est un psychopathe, hein, et que ce pauvre Rollins, il a plus de tripes que de cervelle, hein, on va dire. D'ailleurs, Rollins, il va le trouver ce soir, puisqu'il débarque en boitant. Alors, il vient quand même avec une chaise, comme si ça pouvait l'aider. Donc il vient péniblement jusqu'au ring, il monte dans le ring, il essaye d'attaquer Lesnar, mais il se prend un méchant coup de pied. Et puis à partir de là, il se fait démonter par Lesnar, hein, qui le défonce dans les règles de l'art. Nouveau passage à tabac donc pour Rollins, sous le regard un peu médusé de la foule. Brock Lesnar est content, voilà, il a démonté Rollins, il s'en va. Et on reste avec un Rollins au milieu du ring qui est complètement détruit, mais qui va quand même prendre le micro pour nous dire que il se pose des questions. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de souffrir comme ça? Mais quand on aime tellement une chose, et on est prêt à souffrir, et que pour lui, oui, c'est vrai, ça vaut le coup. Il a que ça dans sa vie, nous dit-il. Et donc il nous donne rendez-vous à SummerSlam où il ira battre Brock Lesnar. Il se prend des what chant, comme on dit. Ouais. Le public est pas convaincu. Je ne suis pas convaincu non plus. Je trouve ça assez lamentable. Hein. Je pense que vraiment, Rollins, c'est à peu près le pire top babyface qu'on a pu avoir. Ce segment au micro, là, il faisait pitié, tout simplement. Et quand on a un mec qui fait trop pitié, on peut pas se ranger derrière lui. Je comprends pas pourquoi il a débarqué non plus pour essayer de se venger de Brock Lesnar, en plus en prenant une chaise. C'est-à-dire qu'il vient armé quand même. Tout ça pour se faire démonter. C'était complètement nul. Décidément, voilà, moi je trouve qu'ils sont complètement à côté de la plaque avec Seth Rollins. Je sais pas si toi tu arrives à trouver un bon angle d'attaque pour apprécier ce passage. Bah autant j'avais beaucoup aimé le entre les deux de la semaine dernière, autant là, aïe. C'était pénible, hein. C'était pénible, hein. Ça a été long en plus. J'ai trouvé ça, en tout cas moi j'ai trouvé ça super long. Et alors la promo de Seth Rollins, elle est catastrophique. Alors déjà, bon, moi déjà, je peux pas comprendre qu'ils sortent du Titantron avec une chaise dans la main et en boitant limite ramper sur la rampe pour pouvoir accéder jusqu'au ring. Donc déjà là, ça avait un côté, enfin je sais pas, t'es en face de Brock Lesnar, tu sais que Brock Lesnar, lui, il va démonter la face de A jusqu'à Z sans aucun problème, déjà sans être blessé. Alors mon gars, t'arrives blessé et en plus tu joues les shows avec ta chaise. Mais à quoi il s'attendait, Rollins? Autre chose, énorme beatdown. Donc effectivement, il s'en est pris plein la gueule. Et alors après, malheureusement, la promo de la fin là, mais
Ah non, mais j'en étais triste, je crois. Ouais, c'est ça, hein. Tu dis: «Mais qu'est-ce que tu fais, quoi?» C'était mauvais, tellement c'était mauvais. Et là, je me suis dit: «Mais non, non, mais comment ils peuvent nous vendre ça?» Ils auraient très bien pu, se contenter, juste, tu vois? En plus avec Lesnar, ils sont tellement habitués à ça. On aurait pu nous faire une petite, séquence promo, de Paul Heyman, bien menaçante, et puis voilà, à la rigueur, Rollins serait apparu sur le petit tampon en se tenant les côtes, Mmh. en se tenant le genou, en se tenant la cheville, en se tenant l'épaule, et puis en disant: «Je serai là à SummerSlam quand même, même tout cassé de partout, et ben je vais venir quand même à SummerSlam», tu vois? Puis ça aurait été très bien, ça aurait suffi. Là, nous rajouter ce truc, si tu veux, il y a eu même un moment de, enfin moi en tout cas, ça m'a généré un moment de gêne, tu vois? Et je me suis dit: «Bah, vivement que ça se finisse». Quand je l'ai vu prendre le micro, Rollins, je le Mmh. sentais pas déjà, et parler là entre les cordes là comme ça là, non, j'ai trouvé ça, c'était très, très mauvais, très, très mauvais, et encore un segment ce soir qui m'a gâché, mon plaisir de la semaine dernière, et j'ai dit: «Non, mais c'est pas possible qu'ils nous fassent ça ce soir-là. Pas un go home show, pas comme ça, pas dans ces conditions-là». Rollins, c'est dur, hein, pour Rollins en ce moment. En plus, je sais qu'il y a apparemment, il a un shitstorm aussi, dans les réseaux sociaux et dans je sais pas quoi. Enfin, il y a encore des histoires avec des divas et tout et tout. Oui, alors Alors moi, j'ai pas suivi aller tout au bout du truc, apparemment, il avait envoyé à l'époque des photos de son kiki à, comment elle s'appelle? Celle qui catchait avec, AJ Styles non, avec AJ Lee, pardon. Comme je continue à me souvenir des noms de personnes ce soir. Kaitlyn, Ah, Caitlyn, d'accord, OK. voilà, Caitlyn. Ah ouais, bah, il avait pas choisi une des plus laides non plus, mais voilà. Caitlyn que j'ai pas reconnue à Raw Reunion, et Ouais, mais ces photos qu'il a envoyées, c'était il y a longtemps, hein. ah, c'était un vieux C'est pas un truc. truc, non, non, c'est pas un truc qu'il a fait là, il y a 2 semaines. Non, Ah ouais, non, donc en c'est fait, c'est on l'ex-mari de Kaitlyn qui a raconté ça dans un ah podcast. ouais, donc c'est un mec Voilà. qui ressort des dossiers, quoi, voilà, quoi. Voilà, De c'est la bonne ça. vieille jalousie à l'ancienne, quoi. Mmh. D'accord, OK, OK, bah, tu vois, j'avais pas du tout suivi le truc. Je savais juste qu'il était un peu, un petit peu dans la mouise. Mais bon, ça n'empêche pas que Rollins, en ce moment, il est pas au niveau. Ça va pas. C'est pas Monday Night Ouais. Rollins. En ce moment, c'est pas Monday Night Rollins. Là, je reconnais pas le Monday Night Rollins, de la fin du Shield, de son retour en Parce que c'est face, quand même censé être l'architecte, quoi. Et son le mec, retour il en vient, son super plan, c'est de venir en boitant avec une chaise, quoi. Mais oui, mais carrément, dans kayfabe, il est censé être un catcheur Mmh. malin, un catcheur qui réfléchit à ses actions. Là, c'était, complètement con. Passez-moi Mmh. l'expression. C'est Mais ça. vraiment une déception, une grosse déception ce segment, quoi, et que j'ai trouvé beaucoup trop long et qui du coup m'a gêné, et que j'ai écouté, parce que si tu veux, des fois on fait fast forward comme ça, et là je l'ai même Mmh. pas fait parce que j'étais quand même curieux un peu de ce qu'il allait est-ce qu'il allait balancer une Ouais. punchline Qu'est-ce à la qu'il fin? allait bien pouvoir dire, ouais. C'est ça, je Voilà. pensais qu'il allait lui dire: «C'est tout ce que tu as, Oui, voilà, ouais, reviens peut-être. ici, j'en ai pas fini avec toi», tu vois? Même ça, on n'a même pas eu droit à Même pas ça. eu, non. Juste, bah, il nous a raconté, je sais pas quoi, encore ses états d'âme comme il fait à chaque Bah, fois. il a raconté, oui, ses états d'âme, et puis il a Mmh. raconté que, bah, qu'il allait venir à SummerSlam et qu'il allait battre Brock Lesnar. Bon, OK. OK. Et puis dire qu'il a rien dans la vie, c'est pas très gentil pour Becky Lynch quand même. Oui, oui, oui. Voilà. Bon, pas très gentleman, hein, Seth Rollins dans tout ça. Mais bon, Il est décevant, et c'est bien dommage parce que c'est quand même un catcheur, quand même assez incroyable, depuis longtemps maintenant. C'est un gars quand même qui a eu une carrière aussi dans l'indie, pas des moindres, et qui a quand même, c'est un membre historique du Shield, enfin tu vois, donc en mais être c'est le total package, sauf qu'ils l'ont jamais trouvé le bon angle d'attaque pour le construire et ouais, alors son après, personnage, il est pas bon, tu vois? Donc le personnage est pas bon, mais est-ce que, alors toi en tant que fan de Brock Lesnar, est-ce que tu crois pas aussi que Brock Lesnar, ça tire plus vers le bas que vers le haut, franchement, les autres catcheurs? Qui c'est que tu mettrais en face de Brock Lesnar en ce moment? alors n'importe qui. Alors peut-être pas Roman Reigns parce qu'on l'a déjà épuisé, mais tu vois, par exemple, contre un Finn Balor, ça a bien fonctionné. Contre Joe, ça a plutôt bien fonctionné. Contre, Braun Strowman, le problème, c'est que visiblement, Brock Moyennement. Lesnar, il veut pas, ouais, Brock Lesnar, il veut pas bosser avec Braun Strowman. Après, qui c'est que tu as dans tout on a eu un Daniel Bryan aussi, et AJ Styles, c'était super. Ouais, Ça c'était fonc ouais. Pour moi, le problème, il vient pas de Lesnar, il vient de Rollins, mais c'est pas nouveau ça, hein, le problème de Rollins. Moi, je trouve qu'il a toujours été à côté de la plaque depuis qu'il est face, même son passage de heel à face quand il était sous les ordres de Triple H, c'était assez piteux comment il avait fait tourner face. Je trouve que ses promos, elles sont jamais bonnes. Pourtant, il a encore une bonne delivery.
comme on dit, hein, il a une bonne façon de parler, même s'il a une voix un petit peu qui vient du nez, mais il sait tenir le micro, il sait parler, mais à chaque fois il raconte de la merde, quoi. Donc je pense qu'ils peuvent aussi faire un bon match en plus contre Brock Lesnar. Mais est-ce qu'ils vont réussir à le booker correctement? Est-ce qu'on va avoir un vrai long match? Est-ce qu'on va avoir un vrai long match? Est-ce qu'on va avoir vraiment quelque chose ou est-ce qu'ils vont encore passer à côté? Et moi, si on me demande mon pronostic aujourd'hui, tout de suite, maintenant, pour moi, Rollins va se faire démolir dimanche. Hein. Bah, j'espère bien. Moi, j'ai pas envie de le revoir champion, hein, clairement. Hein. Donc, c'est dommage pour lui, mais là, qu'est-ce que tu veux? On sait très bien ce que ça donne. C'est Rollins en champion. C'était pas glorieux, hein, donc puis ça a fait chuter les ratings de manière assez astronomique. Je pense qu'il est là, Rollins, à l'heure actuelle, parce que Roman Reigns est tombé malade et que malheureusement, il a finalement pas la carrure pour être le top guy de la compagnie. Alors, on peut dire qu'effectivement, il est mal booké, etc., mais à un moment donné, il a son mot à dire aussi, lui. Et dire, si tu acceptes de venir au ring pour faire la promo comme il l'a fait ce soir, t'es quand même pas bien malin, hein. Tu sais très bien que ça va te détruire ton image. Donc, ça, c'est un truc, lui-même aurait dû dire, moi, je fais pas ça ce soir. On fait autre chose. Ça, on sait que, par exemple, un mec comme Cena, jamais il serait venu faire un truc comme ça. Je sais pas, je suis un peu partagé là-dessus, quoi. Parce que alors, par contre, je suis d'accord avec toi sur le principe qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu la maladie de Roman, clairement, je pense pas que ça serait Rollins qui serait sur ce spot actuel. Mais après, ah ouais, je sais pas, je m'interroge beaucoup à propos de Rollins. C'est un mec, je suis assez surpris. Je me demande en fait si finalement pour lui, ça a peut-être été celui pour lequel du Shield ça a été finalement le plus dur. Je crois que finalement c'est peut-être pas un catcheur qui est si doué de ça pour gérer une carrière en individuel, mais qui était à l'aise dans un clan, à l'aise avec d'autres personnalités, parce que je pense que c'est un mec qui a l'esprit d'équipe, qui a un bel esprit avec les poteaux, tu vois, avec les sidekicks, et qui du coup peut nous sortir un truc sympa dans le cadre d'un clan. Même quand il a rejoint le clan de Triple H avec Randy Orton, etc., il était heel, mais il était à l'aise aussi parce qu'il était dans ce clan-là, tu vois. Et alors c'est vrai que depuis qu'il vogue seul sur les flots tumultueux de la WWE, et ben c'est pas la même chose. Et puis bah ouais, effectivement au micro c'est léger, il parle du nez, donc effectivement ça aussi ça peut être un peu agaçant pour certains. Mais par contre, là où pourquoi je suis partagé, c'est parce que il garde sa pop auprès du. Tu vois, autant un Joe, il a eu droit à des CM Punk, à tout un tas de bullshit, autant, bah, pour l'instant, Rollins, il n'a pas le droit à ça. Il a peut-être eu un peu de Watt quand il était, au moment où il était effondré un peu dans les cordes, là, où il a lancé sa promo, là, le public a commencé un peu à balancer. Mais ça s'est vite arrêté, finalement. Ouais, bah ouais. Mais il les a quand même eu. Et la semaine dernière, quand il s'est fait démonter par Brock Lesnar, il y a quand même des gens qui chantaient One More Time, One More Time. Donc il garde une certaine popularité, mais dans les vrais moments où le public est censé être derrière lui, c'est pas toujours gagné, hein. Et souvent il est à côté de la plaque, hein. Même par exemple, il y a eu ces matchs contre Dean Ambrose aussi qui était à côté de la plaque, contre Dolph Ziggler quand ils ont fait l'Iron Man match là. Alors, il y a toujours des excuses, il y a toujours des histoires de trucs techniques, mais ça prouve bien qu'il a pas si tu veux, il a pas l'appui du public à 100% comme pouvait l'avoir un vrai top guy comme un Cena ou un Hogan ou un Steve Austin. Ah non, mais de toute façon, je pense que, en tout cas, moi, j'ai jamais pensé que Seth Rollins, s'il était dans cette catégorie-là, tu vois, quoi. Pour moi, c'est pas le top babyface, c'est en aucun cas, tu vois, je le mettrais même pas en individuel, là, même pas au niveau d'un Roman Reigns, quoi, tu vois. Donc, pour moi, il est en dessous de ces mecs-là, quoi. C'est un quart d'heure, Seth Rollins, c'est un main eventer depuis des années parce que le Shield, parce que plein de choses. Et parce que je pense que c'est un gars en qui ils ont confiance. C'est un gros suivi de Triple. Je pense que Triple H a mis beaucoup de sous dans cette Rollins, quoi, tu vois aussi. Ouais, c'est un gros projet. C'est un gros projet de Triple H avec un gros investissement, donc. Mais c'est même inquiétant, tu vois. C'est même inquiétant pour l'avenir parce que les gens disent c'est Vince McMahon, il est à côté de la plaque et tout. Mais là, Seth Rollins, ça c'est un projet Triple H. Ah oui. Ah bah qui s'est investi en plus Triple H. Il a été à WrestleMania pour l'affronter, tout ça, machin. Au final, on a un truc qui fonctionne pas. Donc si c'est ça l'idée de booking sur le long terme de Triple H, c'est quand même assez inquiétant pour l'avenir. Mais je dis ça, je dis rien.
Après, on parle d'un catcheur qui est dans le main roster depuis 2012, je crois. Ouais, c'est ça, ou 2013, non, 2012. Hein. Donc, qui est là depuis un moment maintenant, quoi, qui est installé, etc. J'imagine que pour faire face à Brock Lesnar, il faut aussi que Brock Lesnar donne son accord, tu vois. Ouais, c'est sûr. Bah, il se dit qu'il préfère catcher contre des petits gabarits, Lesnar. Il aime bien jouer le David contre Goliath. Donc, du coup, il aime bosser avec Seth Rollins, vraisemblablement, tu vois. Donc, je pense. C'est peut-être l'un des seuls moyens qu'on a pour le voir un peu le champion se balader un petit peu dans les weekly, tu vois. Donc heureusement, on a déjà vu et à plusieurs reprises Lesnar tout simplement refuser de travailler avec tel ou tel contender. Et puis du coup, on le voyait pas dans les weekly pendant des semaines et des semaines. Hein. Donc, je te rappelle que la feud de Braun Strowman, on l'a vu face à Braun Strowman quasiment que dans les pay-per-view. Il refusait même les confrontations. Il n'y avait pas de confrontation parce qu'en fait, Heyman faisait la promo et puis il se barrait, quoi, tu vois. Donc au moins la chance qu'on a avec Rollins, c'est qu'apparemment Lesnar a l'air d'être ok pour bosser avec lui. Ouais, c'est ça l'histoire. Je pense que c'est pour ça que Braun Strowman il est bloqué aussi où il est. Hein. C'est que du coup il peut pas avoir sa grande rivalité avec Lesnar qui le permettrait de le faire monter un cran au-dessus. Tu vois. Ça c'est problématique quand même. Moi, ce que j'aimerais bien voir, alors il y avait dans le temps Shane O'Mac contre Lesnar. Alors ça me plairait bien quand même de voir Lesnar démonter Shane O'Mac pendant 10 minutes. Et sinon, je me dis pourquoi pas un Lashley Lesnar. Les deux sont des vrais. Ah bah si on veut un vrai gros match de Golgoth. Ouais, pourquoi pas, ouais. Mais bon, ça, ils sont plantés aussi avec Lashley. Donc... Ouais. Déjà, ils sont plantés avec le lancement en fait du retour de Lashley. Et puis bah Lashley là, il est blessé. Donc du coup, de toute manière, ça n'arrivera pas maintenant, quoi. Mais c'était une des possibilités. Voilà, s'il y a un bon gros match de Colosse, effectivement. Lashley Lesnar, ça pouvait être une affiche pas trop mal. Mais en fait, ça, tu vois, bizarrement, en fait, c'est un truc que moi j'aurais booké au tout début, c'est-à-dire au tout début du retour de Lashley. Ouais, carrément, c'était ça qu'il fallait faire. Mais aussi, ils ont merdé complètement avec Lashley. Hein. Ouais, c'est comme ça que j'aurais utilisé Lashley. Lashley, je l'aurais pas utilisé de la manière dont ils ont fait. Là, au départ, ils ont voulu nous le vendre en face. Après, il est passé en heel avec l'arrivée de Rush. Alors qu'en fait, c'était pas du tout comme ça. Le mec, il avait été multiple champion du monde à la TNA. Ça vaut ce que ça vaut, hein, mais en tout cas, pendant ce temps-là, à Impact Wrestling, Lashley, il tenait le main event et il y était et il était solide à Impact, quoi. Donc, il aurait pu être crédible. Il aurait pu être crédible en contender direct face à Lesnar. Moi, c'est vraiment quelque chose carrément. que j'aurais booké dès son retour à Lashley, quitte après à larguer un peu dans d'autres eaux et dans un booking un peu plus mid-card, tu vois. Mais au départ, il y avait moyen de lancer un gros truc Lesnar-Lashley. Ils sont passés à côté, quoi. Mais on ira peut-être droit, tu vois, mais les mecs, ils auront tous les deux 42, 43, 44 ans, quoi. C'est ça, ils vont se blesser et puis on sera tous tristes. Voilà. Bon, voilà, c'était le quart d'heure Seth Rollins qui, malheureusement, s'est un peu craché cette semaine. Mais bon, on n'est pas sorti de l'auberge, il reste encore un gros passage qui était assez navrant. Je spoil tout de suite mon avis. La suite chez les filles. On avait ce soir un Fatal 4-Way Elimination Match pour le championnat de tag team des filles. Enfin, de retour le championnat de tag team des filles. Voilà, porté disparu depuis quelques mois. Donc, alors 4 équipes qui s'affrontent. Mandy Rose et Sonya Deville. Fire and Desire qui débarque dans l'indifférence générale, sauf de Corey Graves, qui est toujours fan de Mandy Rose, qui est faiblement parlant. On a aussi les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sen. Alors ils ont fait un mix de leur musique pour leur entrée aux Kabuki Warriors, là, c'est nul à chier. On a qui aussi? On a Alexa Bliss et Nikki Cross, nos 4 choses préférées. Et les Iconics, donc les championnes. Les championnes qui vont se faire éliminer en premier par Asuka et Kairi Sen, évidemment. Ah non, non, c'est Mandy Rose, je crois, ou Sonya Deville qui élimine les Iconics. Après Mandy Rose et Sonya Deville se font éliminer. On termine avec Asuka et Kairi Sen, donc contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Et après une distraction,
distraction complète. C'est la victoire de Alexa Bliss qui a réussi à passer le Twisted Bliss sur Kairi Sane. Alors, on a eu des moments sympas, c'est-à-dire notamment la confrontation Alexa Bliss-Kairi Sane où elle se fout un peu de leur gueule. Enfin, Kairi Sane se moque d'Alexa Bliss en lui disant qu'elle est pas encore plus petite qu'elle. Et Alexa Bliss se foutra de la gueule de Kairi Sane en mimant l'Insane Elbow avant de faire son Twisted Bliss du haut de la 3e corde. Le match était plutôt disputé vers la fin, mais alors sinon c'était vraiment horrible à regarder. Enchaînement de botch, notamment avec Mandy Rose là, qui à un moment donné tentait l'espèce d'écrasement là qu'utilisait je sais plus qui, la Glamazone je crois, ou c'était le finish de la Glamazone là qu'elle essaye de faire. Où elle n'arrive pas à porter Asuka, l'écrase au sol lamentablement. Heureusement, elle réussit son running knee pour l'élimination des Iconics, ce qui était important. Ouais. Elle est championne d'entrée, quoi, ce qui était quand même surprenant et sous une pop énorme. Hein. Par contre, c'était assez surprenant aussi, ça. Ouais. Puisque, bon, les Iconics sont des heels, mais sur le coup du tombé là, sur Billie Kay, là, il y a quand même une grosse pop à ce moment-là, quoi. Ouais, parce qu'on est assuré d'avoir des nouvelles championnes. Oui, ça a mis. Après, je suis pas sûr que c'était une grosse pop pour Mandy Rose. Voilà, alors du coup, le match était horrible. Hein. En gros, c'est Asuka et Kairi Sane qui essayent de sortir quelque chose des 6 adversaires qui sont face à elle, qui sont tous déballés en vérité. Et puis au final, on est triste de voir Alexa Bliss et Nikki Cross gagner le championnat. Enfin, je sais pas, c'est mon avis. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Écoute, moi j'en pense que moi j'espérais que c'était les japonaises qui allaient gagner le titre. Bah oui, évidemment. Voilà, mais c'était parce que notre petit cœur battait pour les faces. Mais du coup, voilà, ils ont décidé de donner le titre à nouveau à des heels. Sachant que bon, toi comme moi, on en a déjà parlé, ça fait plusieurs lundis. Hein. Nous, on fait pas partie des grands fans de l'association Bliss Cross, quoi. Mon Dieu, non. Irem, apparemment, oui. Irem, la semaine dernière, pour lui, ça matchait, quoi. Mais alors là, moi, pour le coup, moi, ça marche pas du tout. Et du coup, le fait qu'elle soit championne, championne tag team maintenant, bon, du coup, tu te dis merde, la vache. On n'arrête pas de les plomber toutes les semaines et puis elle est championne, quoi. Donc tu te dis merde, il y a un problème là. Ouais. Après, le match en lui-même, bah écoute, dans un elimination match, moi je suis un petit peu moins dur que toi. Le match en lui-même, je le trouvais pas si mal que ça. Alors effectivement, il y a eu quelques botches qui ont été un petit peu rédhibitoires, mais c'était pas si mal que ça. Après, sur le coup, en fait, c'est le timing qui m'a surpris, moi. C'est-à-dire que quand j'ai regardé le temps, je dis mais en fait, mais merde, mais c'est pas le main event ça. Parce que sur le coup, j'ai cru que c'était le main event. Et quand j'ai réalisé que ça ne l'était pas, j'ai dit tiens, bon, c'est bizarre, quoi. Et puis après, bon, une fois que je suis passé là-dessus, effectivement, après, surtout, je crois que la phase la plus dure, ça a été la phase où il y avait 3 équipes. Une fois qu'elles ont éliminé les Iconics, là, effectivement, on a eu une grosse série de botches, quoi, dont un gros botch entre Devil et Zayn aussi. Je sais pas si tu as parlé de celui contre Asuka, où elle a pas réussi à porter Asuka, Mandy, mais il y a eu un gros botch entre Devil et Zayn aussi. Devil qui attend je sais pas combien de temps pendant que la japonaise qu'il fallait. Enfin, c'était brouillon. On se demande si elles avaient beaucoup répété ce match-là, les filles. Et je pense que c'est largement dû au fait que ce titre avait tellement disparu que je pense que les nanas travaillaient pas à l'entraînement, ce genre de truc là. Voilà, tu vois. La Tag Team Division féminine, elle avait été mise en retrait là et disparu. Donc du coup, pas d'interaction, pas de match de préparation dans d'autres weekly. Donc tu te retrouves à balancer un elimination match pour le titre et tu te retrouves avec du coup un match très moyen. Ouais, carrément. Alors quand on pense s'ils avaient bien coupillé le truc, on aurait pu avoir les Kabuki Warriors contre Sasha Banks et Bayley, par exemple. Oui, ça aurait été. Et au-delà de ça, on a rien du tout et on a Alexa Bliss et Nikki Cross championne après un match qui était pas bon, quoi. Alors je veux bien qu'elle. Et pas de programme à SummerSlam non plus. Pas de programme à SummerSlam non plus. Bah non, on aura un petit Moment of Bliss la semaine prochaine où elles auront les ceintures pour changer, quoi. C'était dur, c'était long, c'était pas bien. Il y a tellement d'autres talents dans la division féminine qu'on pourrait voir plutôt que tous ces projets là qui servent à rien. Je veux dire, Mandy Rose et Sonya Deville, ça fait un moment qu'on a compris qu'ils en sortiront rien des deux là, donc faut commencer à passer à autre chose. Pareil, les Iconics, elles sont rigolotes, mais on peut pas
baser une division là-dessus. Ouais, après c'est un titre qui est tellement récent, moi je pense que si tu veux, pour l'instant, ils ont peut-être pas encore eu le temps de construire des vraies équipes tag team. Si tu veux, faut quand même aussi mettre ça à l'échelle du temps. Et si tu veux, la tag team division chez les hommes, c'est un truc qui est établi depuis des décennies et des décennies. Les femmes, ça commence. Donc moi je suis assez indulgent là-dessus, si tu veux. Je peux comprendre que pour l'instant la WWE elle n'arrive pas à générer des équipes si ce n'est crédible, en tout cas compétitive, et que ça peut parfois être un peu compliqué pour l'instant ce booking. Ouais, c'était délicat. En tout cas, c'était pas très agréable à regarder tout ça. Voilà, hein, Alexa Bliss, Nikki Cross, nouvelle championne. Ouais, mais tu verras, dans 2, 3, 4 ans, dans l'indie, il va y avoir de plus en plus de filles qui vont... Ah bah, il y a NXT, il y a déjà un beau cheptel, hein. Ouais. Donc du coup, ça ne peut que s'améliorer. Si elles ont un bon booking qui va avec, petit à petit, on va avoir des équipes, des vraies équipes comme chez les hommes. Et fatalement, cette division, elle va s'améliorer. Je suis assez positif là-dessus. Moi, je m'inquiète pas. Mais effectivement, mon bonheur aurait été de voir les japonaises championnes. Voilà, c'est raté pour ce coup-ci. Ouais, c'est raté. Allez, ce sera pour la prochaine fois. Elles auront une belle victoire et tout le monde sera content. Allez, on arrive au main event. Je crois que j'ai fait le tour, hein, on n'a rien oublié. Alors, le main event, Miz TV, les enfants, le Miz. Le Miz qui est à Raw, alors, hein, si j'ai bien compris. Il reçoit Dolph Ziggler et Shawn Michaels. Pourquoi ? Parce que ce soir, il va faire la signature de son match contre Dolph Ziggler, qui sera arbitré par HBK à SummerSlam. Donc évidemment, Ziggler va chuiner, hein, il va nous raconter c'est lui, la vraie star, que voilà, Shawn Michaels il a perdu ses cheveux, que le Miz a perdu ses parties génitales, hein, il a perdu ses couilles, hein, comme on dit. C'est lui qui va faire le spectacle à SummerSlam, puis une fois qu'il aura battu le Miz, il aura enfin le respect qu'il mérite. Et là-dessus, il signe le contrat. Et là, le Miz, il dit « Ah, bah voilà, je suis content, j'avais peur que tu te défiles, mais voilà, maintenant c'est sûr, on s'affrontera lundi prochain à Monday Night Raw. » Alors là, Dolph Ziggler, il comprend pas, il dit « Non, pas Monday Night Raw, on s'affronte à SummerSlam. » Le Miz, il dit « Ah, bah je vois que t'as l'air un petit peu perplexe. » Eh bah, parce que figure-toi que c'est pas moi que tu vas affronter à SummerSlam. Il se tourne vers Shawn Michaels, la foule est en feu, on va avoir Ziggler contre HBK. Et non, le Heartbreak qui prend le micro, il dit non, c'est pas moi que t'affronteras à SummerSlam. Et alors là, il y a une musique qui retentit. La musique de rien moins que la légende Bill Goldberg. C'est Goldberg qui affrontera Dolph Ziggler à SummerSlam. Goldberg qui débarque. Alors Ziggler n'ose pas rester sur le ring, hein, il s'enfuit. Donc Bill Goldberg, il prend le paplard, il met sa signature, il va voir, il prend le micro et il dit ouais, Ziggler, devine quoi, gamin, t'es le prochain, you're next. La foule est en feu. Goldberg a l'air impressionné par le public là qui est à fond derrière lui. Bizarrement, il va prendre son pouls en même temps qu'il prend le micro pour sortir sa catchphrase. Il y avait de l'émotion, il y avait des frissons. Le retour de Goldberg, donc il sera là à SummerSlam pour affronter Dolph Ziggler. Ça fait quelque chose quand même, Goldberg, à chaque fois, non ? Ouais, l'entrée du Goldberg est spectaculaire. Hein. C'est vrai que le public est à fond. Le public, d'ailleurs, a une courte. Hein. Se rappelle pas du match horrible, du dernier match horrible, visiblement. Donc, heureusement, la foule a une mémoire de poisson rouge. Et ça, c'est tant mieux. Écoute, je suis pas super méga convaincu. J'ai déjà eu le temps de dire à cette antenne que voilà, les matchs avec les vétérans comme ça de retour, je suis pas toujours très client. Le seul truc qui me rassure là, c'est que Goldberg il affronte Ziggler. Hein. Si tu veux, j'aurais été très inquiet si par exemple il aurait affronté, je sais pas moi, Drew McIntyre ou Braun Strowman ou enfin un peu. Là, je me serais dit aïe. Là, ils se sont pas fait chier, ils ont pris un vétéran du roster, ils ont pris le meilleur seller de sa génération. Ils savent que voilà, que Dolph il va vendre comme il faut les spears, les jackhammers, il va pas y avoir beaucoup d'autres choses, hein. Faut pas s'attendre à un match de 15 minutes. Hein. Ça va être un match court.
que Dolph va se faire démonter pour que le Miz le lendemain puisse en rajouter une couche à Raw. En même temps, Goldberg a quand même annoncé, a eu l'honnêteté après le match catastrophique face à l'Undertaker, il a eu l'honnêteté de dire que voilà, que c'était de la merde, que c'était pourri, qu'il s'est planté sous ce coup-là, mais qui ne voulait pas finir sa carrière justement sur cette mauvaise impression. Donc, est-ce qu'il revient justement pour faire ce fameux dernier match et peut-être qu'on aura un moment émotion à la fin et peut-être qu'il va dire bon bah voilà, ça y est, là j'ai fini, parce que le Dolph va l'aider à sortir de manière avec les honneurs, tu vois. Alors, clairement, il vient là pour effacer la fausse note là de Super Showdown, hein, le match contre l'Undertaker qui était catastrophique, où il s'était mangé le poteau, commotion cérébrale, et il n'arrivait plus à rien faire dans le match. Ça avait été assez étrange à regarder quand même, hein, cet affrontement là entre les deux Golgoth. Worst match of the year. Moi, c'était un moment qui m'a plu. J'aime bien voir les gens partir, aller jusque dans leurs limites là, pour essayer de donner du spectacle. En tout cas, voilà, il est pas dupe, il se rend bien compte qu'il a fait de la merde. Il vient là pour se faire pardonner, hein, tout simplement. Bon, aussi, si on va être cynique, pour redorer un peu son image, parce que je pense pas que ce sera le dernier match, tu vois, de Goldberg. Je pense qu'il, sur son nom, il va pouvoir vendre encore peut-être 2 ou 3 affrontements, surtout maintenant avec les contrats un peu faramineux qu'ont la WWE, notamment en Arabie Saoudite. Il y a des trucs en Inde qui vont se passer aussi. C'est pas impossible qu'on le revoie pour un match comme ça de gala, et s'il veut continuer à se vendre aussi bien, et il faut pas qu'il reste sur l'espèce de match ignoble qu'il a fait contre l'Undertaker. Donc là, il va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Ziggler, c'est évidemment l'adversaire parfait, puisque de toute façon, Ziggler, c'est pas un genou. Je veux dire, sa carrière, elle est déjà en fin de vie, on va dire, à Ziggler. Du moins, il a fait le plus gros de ce qu'il pouvait accomplir. Il aura peut-être un nouveau run de champion un jour, on ne sait jamais, hein, à l'instar d'un Kofi Kingston. Mais il n'a plus grand-chose à attendre de la WWE. Ziggler, hormis une retraite dorée, on va dire. Donc là, il y a vraiment, on ne peut pas crier au scandale d'un Goldberg qui pique le spot des jeunes, quoi. On l'a déjà dit en ces lieux, de toute façon, Ziggler, c'est un jobber to the stars maintenant, quoi. Ouais, voilà. Exactement. Et c'est l'adversaire idéal justement pour mettre en valeur Goldberg dans le ring, parce que il va pouvoir bumper comme un porc, quoi. Donc ça... oui, voilà, tu vas voir que Ziggler, il va nous faire du grand Dolph, quoi, c'est clair. J'ai aucun souci là-dessus, quoi. Je m'attends pas à un grand match de toute façon. De toute façon, Goldberg, pour moi, il est cuit de chez cuit de toute manière. Donc, quasiment, j'ai presque envie de dire qu'il a choisi le meilleur adversaire possible. Ouais, ça peut être une belle surprise, ce match. Non, bon, alors peut-être que physiquement il est cuit Goldberg, mais je trouve que quand même il en impose niveau charisme là, sur cette fin de Monday Night Raw. Il avait le public qui était derrière lui. Il y a le peu de sa catchphrase qu'il a sorti, ça avait plus d'impact que toutes les promos que peuvent sortir même les meilleurs comme Joe. Je trouve qu'il n'y a pas photo. T'as quand même une aura qui se dégage de Goldberg qui est quand même... Le charisme est là, je suis d'accord avec toi, le charisme est là, mais bon, ça reste quand même du catch, ça reste du sport de divertissement, et en termes de cardio, enfin, je veux dire, même le simple fait de traverser la rampe, il arrive, il est déjà en sueur, il est déjà essoufflé, comme tu dis, quand même, le mec, il se prend le pouls avant de prendre le micro, quoi. Enfin, je veux dire, ça mais je pense que le mec, il est quand même un petit peu, il y a de l'humilité, tu vois, et je pense qu'il est à chaque fois choqué d'avoir une aussi bonne réaction du public. Surtout, je pense, après le truc de Super Showdown, je pense qu'il avait peur de se faire pourrir. Et au final, là, t'as pas entendu de CM Punk, t'as pas entendu de Watt. Et pourtant, c'est un public de Pittsburgh qui est relativement connaisseur, donc on aurait pu penser effectivement qu'il allait se faire pourrir, et tu fais bien de le dire, effectivement, peut-être que le Goldberg, dans un coin de sa tête, il l'avait aussi. Mais ça n'a pas été le cas. Écoute, il a été accueilli comme une légende, comme le Hall of Famer. Et puis voilà, tant mieux quelque part. Moi ça me dérangeait un petit peu. C'est le main event quoi de Raw, quoi. Après le feu d'artifice qu'on a vu la semaine dernière, bon. C'est sûr que cette semaine on n'était pas au niveau de la semaine dernière. Hein. Non, clairement pas, non. Clairement pas. D'ailleurs voilà, on a fait le tour de l'émission. On va arriver au mot de la fin. Un top, un flop, une note. Dis-nous tout. Bon, écoute. Mon flop, je crois que je vais le donner. J'aurais pu le donner à plusieurs trucs. La semaine dernière,
top tellement il y en avait. Et puis là, cette semaine, je vais le donner, je crois que je vais le donner au match. Mais j'aurais pu le donner à plusieurs choses cette semaine. Mais pour le coup, je vais le donner au tag team Natalia Stratus versus Charlotte Becky. Quoi, ouais, c'était pas bon non plus. Ça. Pour moi, vraiment, c'était vraiment là, un match dans lequel je suis jamais rentré, comme Trish Stratus, en fait. Je suis jamais rentré dans le match. Elle est restée collée derrière les cordes. Donc vraiment, c'était un flop. Presque, j'ai presque envie de dire sur un Go Home Show, c'était presque incompréhensible. Mais bon, écoute, c'est pas la première fois que la WWE me fait penser qu'elle fait des choses incompréhensibles, donc c'est pas trop. Oui, on n'est pas choqué. Mon top, cette semaine, autant la semaine dernière, ça se bousculait au portillon, autant cette semaine, mon top, j'ai vachement de mal à donner un top cette semaine. Ah, les trucs qui étaient bien, c'était complètement anecdotique. Et ouais, parce que c'est passé un peu comme ça à l'as, et du coup, je vais le donner mon top, je vais le donner au 3 contre 3 entre Ricky la Baby et face au Aussie et AJ Styles avec les New Day. Voilà, c'est le seul moment de vrai catch qu'on a eu avec un petit segment autour avec la disqualification au départ, l'arrivée de Ricky. Un truc très classique WWE, mais qui fonctionne auprès de moi. Donc c'est à eux que je donne mon top. Et ma note, écoute, ma note, alors là, on est dans le roller coaster, là. On fait le grand 8, le grand 16 même. Hein, parce que je rappelle, les amis, historiques, la semaine dernière, j'avais mis un 4,75 € de la semaine dernière. Là, franchement, je vais lui mettre la moyenne. Je vais lui mettre un 2. 2,5. Voilà. Là, on est sur 5, hein, qu'on note. Un Go Home Show moyen. Ah ouais, très moyen. Ah ouais, très moyen. Go Home Show, très moyen moins. Moyen. Très moyen. Tout à fait. Ouais, et ben moi je vais donner mon flop à Seth Rollins parce que je lui avais donné mon top la semaine dernière, je crois, si je me souviens bien. Et ben il va récupérer le flop cette semaine. C'était Rollins lui-même, son booking, voilà, ne faites pas ça. C'est pas du tout ce qu'on a envie de voir, un mec qui se fait démonter, qui pleurniche, qui nous fait une dépression nerveuse dans le ring. C'est 0 pointé. Il y avait plein d'autres choses, hein, le Fatal 4-Way féminin était aussi pas bon. Voilà, c'était une succession de trucs à pas faire. Le top, je vais le donner au retour de Goldberg, qui a été magnifiquement mis en scène. Je suis très content. Et la note, je vais pas mettre la moyenne parce que honnêtement, comme ça arrive souvent, si on n'avait pas eu à faire l'émission, j'aurais pas regardé tout ça en entier. Donc je vais mettre un 2. Un 2, voilà. Un 2, et encore, c'est chèrement payé, c'est grâce à Goldberg. Hein. Voilà, aussi haut on était monté la semaine dernière, aussi bas on est descendu cette semaine. Bon, je m'inquiète pas, SummerSlam ça devrait être cool, c'est quand même une bien belle affiche. Ouais, on a quand même une carte assez solide là. Ouais, on a du bon, on a du lourd. Ça devrait être un pay-per-view sympa. C'est ça, des tonnes et des tonnes de matchs. Alors on vous fera sûrement un show ce week-end. Il y a encore la phase SmackDown à passer, vous aurez l'analyse dans la semaine, dans le supplément SmackDown de Catch-Up. Je vous rappelle qu'on est sur, je sais plus, Facebook, on est sur Twitter, on est sur PodCloud, on est sur Spotify, il y a une version vidéo sur YouTube. Partout où vous allez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratos partout. Un petit pouce vers le haut, une petite étoile, un petit commentaire. Ils sont les bienvenus. Mon ami Chris, merci beaucoup d'être venu. Yes, merci à toi Ringside. C'était d'habitude. Yeah. Et un plaisir renouvelé chaque semaine. D'ailleurs, on espère que vous êtes autant amusés à nous écouter que nous à faire l'émission. Et on se retrouve très bientôt. Je pense qu'on se donne rendez-vous pour ce week-end à SummerSlam. Et n'oubliez pas NXT TakeOver aussi samedi. Mais surtout, n'oubliez pas le supplément SmackDown qui arrive très vite dans vos boîtes à miel. Allez, ciao les amis. Ciao Ringside, ciao Papa de Catch-Up. À bientôt.